Christian Saint-Etienne, vous êtes économiste et vous êtes bien couvert. Vous avez raison, vous dites, Christian Saint-Etienne, court-circuiter le dialogue social, pourquoi pas, mais seulement si c'est pour baisser les dépenses et le déficit. À côté de vous, Catherine Perret, bonsoir, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Selon vous, Catherine Perret, la démocratie sociale prend nécessairement du temps. Si Emmanuel Macron veut aller si vite, cela prouve qu'il n'est pas sûr de lui. Et enfin, Bernard Vivier, bonsoir monsieur, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Selon vous, Emmanuel Macron est libéral en économie, mais sur le plan social, il semble très dirigiste. Il ne reconnaît pas le rôle des corps intermédiaires, la liaison dans l'organisation du marché du travail. On va développer évidemment vos points de vue relativement tranchés à tous les trois, mais d'abord, une question d'un de nos internautes, Émilie. Un internaute qui pose la question suivante. Les syndicats ont-ils encore aujourd'hui la capacité de faire reculer le gouvernement ? Alors on se souvient qu'au moment de la réforme du Code du travail, ces mêmes syndicats n'avaient pas su assez mobiliser la rue. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont les moyens de reproduire un mouvement social de même vigueur que celui de 1995 ? Bernard Vivier. La capacité des organisations syndicales à s'imposer face à un gouvernement ne se mesure plus aujourd'hui forcément au nombre de manifestants qu'on aligne dans les rues. Notre pays a beaucoup évolué d'un syndicalisme de contestation, de rupture, vers un syndicalisme de négociation. Ça se voit dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a 34 000 à 36 000 accords signés chaque année dans les entreprises, avec des taux de signature très élevés. Les organisations syndicales signent là où elles sont présentes entre 84% de participation pour la CGT et 94% pour la CFDT ou la CFTC. Et la capacité des organisations syndicales est aujourd'hui à s'affirmer dans la relation avec l'autre. Mais alors la contestation, elle se mesurera comment ? Mais ça s'est vu aux dernières réformes gouvernementales, les ordonnances, les lois Macron, où on a vu par exemple Force ouvrière obtenir au contact d'Emmanuel Macron bien plus qu'il n'avait obtenu, et il avait très peu obtenu, en étant dans les manifestations, dans la loi El Khomri. Or, la loi El Khomri était bien en deçà des réformes Macron, donc on a vu une avancée. La négociation, c'est pas forcément quelque chose au rabais. C'est fort, la négociation. Ailleurs en Europe, la négociation est première et la manifestation en second. On est là pour une apologie du dialogue, donc on va tous dialoguer ensemble. Ça va, vous êtes mis à l'aise, Christian Saint-Etienne ? Bon, ça va mieux. Alors, Claude, on va démarrer avec cette volonté de réformer la SNCF, et puis ensuite on va un petit peu élargir à la manière dont le gouvernement entend le paritarisme. On démarre avec le chiffre du jour. Oui, ce chiffre du jour qui atteste de la célérité que veut mettre le gouvernement à transformer le statut de la SNCF et abroger le statut des cheminots. Comme 2 semaines, dans 2 semaines, le gouvernement aura fait voter une loi d'habilitation au Parlement. Il aura le droit, Catherine Perret, d'en finir avec ce statut des cheminots. Est-ce que le gouvernement essaye d'aller plus vite que votre colère, que votre réprobation, que votre mobilisation ? Moi, je pense que le gouvernement a peur que les propositions des organisations syndicales, qui, je le précise, sont dans l'unité syndicale sur ce dossier. Tous ensemble, ce qui est rare. Exactement. Et c'est peut-être notre force demain. Fassent passer des propositions qui mettent en péril justement les projets gouvernementaux. Nous, à la CGT, je voulais apporter d'ailleurs, on a sorti un petit journal, vous voyez, comme un petit journal gratuit qu'on trouve dans le métro, qui fait le point, qu'on a sorti à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à l'automne. Vous appelez la vraie info. Qu'on appelle la vraie info, parce qu'effectivement, on dit, on désintoxe la communication du Premier ministre sur la question du ferroviaire, et on s'est destiné aux usagers pour expliquer pourquoi. Notamment le statut qui est mis en cause n'est pas le vrai. Pas seulement. Mais pourquoi il y a des réformes à faire Catherine Perret, du dossier ferroviaire. Vous allez donc essayer de toucher l'opinion publique qu'Emmanuel Macron pense avoir dans sa poche. Est-ce que vous êtes convaincu que nous ne sommes plus en 1995 ? 1995, contre Alain Juppé, l'opinion publique était avec les syndicats. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, par lassitude, par désaffection vis-à-vis de l'état de la SNCF, Macron peut passer contre vous en dépit de vous ? On est très conscient de ça, et notre stratégie n'est pas la même qu'en 1995, parce que la CGT a changé en 20 ans, et que justement la CGT, elle est sur un credo de dire il faut faire des propositions alternatives pour faire coller justement les services publics d'aujourd'hui au monde d'aujourd'hui. Donc on n'est pas sur le statu quo sur la SNCF, on a des propositions alternatives, et le statut des cheminots, c'est pas l'élément le plus important du dossier ferroviaire, même si évidemment on tient au statut, parce que le statut, il est symbole. C'est la privatisation redoutée.
c'est la privatisation rampante, c'est l'abandon d'un certain nombre de territoires en matière de service public du ferroviaire. Christian Saint-Etienne, est-ce que Emmanuel Macron a raison de jouer l'opinion, de miser sur l'opinion dans ce bras de fer, il faut bien le nommer comme ça? Ça peut être dangereux parce que l'opinion se retourne. Et la question fondamentale, c'est quand même faire des ordonnances sous quinzaine. Pourquoi? Enfin, quel est l'objectif final? Et l'objectif final, c'est d'améliorer le fonctionnement de la SNCF et faire en sorte que ça coûte beaucoup moins cher. Or, de mon point de vue, au risque de vous surprendre, je pense que c'est peut-être une erreur de cibler le statut. Il faut le faire évoluer. Mais c'est moins le statut qui bloque que la conjonction du statut et des règles d'organisation. Je prends un exemple. Il y a des règles internes à l'organisation du travail de la SNCF qui font qu'on doit changer de conducteur sur certaines lignes, ainsi de suite, alors que des concurrents n'ont pas besoin de changer de conducteur parce qu'il y a des questions d'horaire de conduite, ainsi de suite. Donc je pense qu'il y aurait une négociation intelligente possible au niveau de l'État sur le thème. On peut certainement améliorer le statut au sens de réduire son coût, c'est le premier élément, mais sans forcément le supprimer, à condition qu'il y ait une évolution très forte des règles d'organisation qui fasse que le décalage entre le coût du statut et le coût du travail dans une entreprise concurrente ne soit plus de l'ordre de 40% aujourd'hui, mais de 15 ou 20%. D'accord. C'est-à-dire de réduire fortement l'écart. D'accord. Alors, on va quand même un petit peu élargir le débat à la méthode employée par Emmanuel Macron. Claude? Qui est une méthode qui Oui. consiste à, mon Dieu, se passer des syndicats ou faire semblant de leur laisser un peu la bride sur le coup, puis quand ça ne va pas, on passe. Typiquement, il y a une réforme en cours de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Les partenaires sociaux, donc syndicats et patronat, discutaient, étaient parvenus à un accord. Patatras, l'accord n'a pas convaincu le pouvoir. Madame Pénicaud, Marielle Pénicaud, ministre du Travail, a expliqué que ça n'allait pas, qu'il fallait un Big Bang. Et évidemment, cela n'a pas plu aux partenaires sociaux et notamment à Pascal Savageau. Il va être homologue à Force ouvrière, Pavageau. Il prendra au printemps prochain la succession de Jean-Claude Mailly. Écoutons sa colère. Sur la formation professionnelle, par exemple, on nous demande de négocier entre interlocuteurs sociaux. Nous négocions. On n'a même pas finalisé le texte, qu'on a déjà un gouvernement qui annonce le lendemain que le texte ne suffit pas et que donc il va falloir un Big Bang. Big Bang, ça rime avec boomerang. Christian Saint-Etienne encore, mis à part le jeu de mots, Big Bang, boomerang, et mes excuses à Pascal Pavageau, est-ce que sur le fond, on peut considérer que Macron n'a pas tort de considérer que ce qui relève de la formation professionnelle est tellement important qu'on ne peut pas l'abandonner aux syndicats et au patronat, et que ça relève de l'État? Bon, si on part du constat, aujourd'hui, on l'évoquait ensemble avant l'émission. Si on regarde sur le plateau, parce que on va le refaire sur le plateau. Oui, parce qu'on n'était pas là. Si on regarde la formation professionnelle aujourd'hui, elle bénéficie essentiellement aux cadres ou au personnel qualifié des grandes entreprises. Je rappelle qu'il y a une lecture absolument centrale pour comprendre les problèmes de la France, le taux de chômage et le reste. On dit on a un taux de chômage de 9%, ça ne veut rien dire. Le taux de chômage est inférieur à 5 en direction de 4,5 actuellement pour les 60% de travailleurs qualifiés. Il est de 15 pour les 40% peu qualifiés. Or, la formation professionnelle... Elle n'est pas dirigée vers les bons chômeurs, voilà, vers les bons travailleurs. Non, mais même, voilà, c'est les travailleurs qualifiés, les 60% de travailleurs qualifiés qui ont un taux de chômage de 4,5 qui vont bénéficier de l'essentiel de la formation pro. Et les 40% de peu ou pas qualifiés, ils auront très peu d'accès à cette formation. Donc, il faudrait être capable de donner aux gens les moyens de rebondir, de se former. Ton avis, sur ce point-là, ça a bien été négocié. Je reviens à ma question. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que Macron n'a pas raison de dire ça concerne l'État plus que la CGT, la CFDT ou le patronat? Écoutez, il y a des domaines qui concernent essentiellement l'État, comme ma camarade ne sera pas d'accord, mais sur les retraites. Pourquoi ? Parce que c'est financé quand même en grande partie de plus en plus par la CSG et un certain nombre de cotisations générales. Donc c'est un sujet qui touche les travailleurs et les non-travailleurs. En revanche, sur la formation professionnelle qui est financée, qui est au bénéfice des salariés principalement et qui est financée essentiellement dans le cadre d'accords intersyndicaux, je pense que le gouvernement, c'est un des domaines où il devrait laisser un peu la main aux syndicats. En revanche, sur le chômage et sur les retraites, il est plus...
le gouvernement a plus de raisons D'accord. d'intervenir. Catherine directement. Perret ? Sur le diagnostic que fait mon collègue, on est d'accord depuis très très longtemps là-dessus. Hein. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'on fait du neuf avec du très vieux. Les inégalités d'accès à la formation, elles sont mises à jour depuis au moins 10 ans. Effectivement, quand on est cadre dans une petite entreprise, on a moins accès à la formation que quand on est ouvrier ou employé dans une grande. Et donc, le problème qui se pose, c'est la question de la solidarité Ah, mais il disait entre exactement le contraire. les hein. entreprises. Il disait que c'était plus pour les cadres Il y a- que pour il y a- les il y a emplois non deux- qualifiés. Il y a deux niveaux d'inégalité. Un cadre dans une grande entreprise a plus accès à la formation qu'un ouvrier pas dans dans une une petite. grande, D'accord. mais il a moins accès quand il travaille dans une petite. Donc il y a un problème de solidarité entre les grandes et les petites entreprises. Et c'est ça qu'on voulait mettre au cœur de la négociation. Moi, je ne suis pas surprise de la sortie de Muriel Pénicaud vendredi, parce que d'emblée, à l'ouverture de la négociation au mois de novembre, la lettre de cadrage du gouvernement donnait les réponses avant qu'on ait commencé à négocier. Moi, j'ai qualifié ça d'une sorte de QCM que la ministre voulait livrer aux négociateurs. Or, ça, c'est un déni de négociation. Donc, on a réorganisé la négociation pour reprendre la liberté de négocier. Parce que je rappelle que quand même, dans l'histoire du mouvement social, le droit à la négociation, c'est le droit du salarié avant tout. Alors, on va faire un petit point historique sur le paritarisme. Et après vous, Bernard Vivier. Justement, le système du paritarisme, c'est un système qui est en vigueur depuis la fin des années 50 et qui concerne non seulement les organismes de formation, mais tous les systèmes d'assurance sociale, chômage, retraite, maladie. Les syndicats et le patronat gèrent ces organismes ensemble à 50-50, d'où le mot de paritaire. Et concernant la gestion de la seule formation professionnelle, ça représente un pactole de plus de 30 milliards d'euros par an. Et à ce titre, il y a eu ces dernières années quelques dérives de gestion pointées dans le rapport parlementaire Perruchot. En 2011, un rapport qui épinglait les syndicats, mais surtout 3 organisations patronales que sont le MEDEF, la CGPME et l'UPA, qui tiraient 42% de leurs ressources de cette collecte. Alors étrangement, le rapport a été bien vite enterré par le gouvernement Fillon. Est-ce que la formation professionnelle sert de vache à lait pour le patronat et les syndicats, Bernard Vivier ? La réponse va être très, très simple. D'abord, les 35 milliards, ce n'est pas à la main des entreprises. Il y en a à peu près 15 milliards venant des entreprises, dont seule la moitié, c'est-à-dire à peu près 7-8 milliards, est gérée paritairement. 6,8 milliards. Et qu'il y ait des frais de gestion, comme tout frais de gestion, c'est normal. Que ces frais de gestion ne soient pas connus, ça, c'est pas normal. Ça a été remédié. C'est ce que pointe le rapport. Un accord a été fait en 2013, une loi en 2014, et la chose est réglée maintenant. Donc, continuer à Il n'y a dire... plus de ministère de gestion Non, aujourd'hui. c'est Il y a clair. une obligation par la loi tous les ans de justifier justement de l'utilisation des fonds du paritarisme. Et c'est une obligation qui est respectée par l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et donc maintenant, le débat est clos. Maintenant, le débat de fond, c'est le débat du paritarisme. C'est-à-dire, dans notre pays, les retraites complémentaires, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'assurance chômage, c'est-à-dire l'organisation du marché du travail. Qui doit la gouverner ? Il y a des sommes importantes, 35 milliards sur la formation professionnelle. Mais pas rien. Enfin, c'est énorme, les retraites complémentaires, n'en parlons pas. D'abord, les acteurs eux-mêmes. Les retraites complémentaires, premier système, 1947, la GIRC, la formation professionnelle, un accord en 1970 qu'une loi a consacré l'année d'après. Et donc, nous avons dans notre pays des acteurs directement concernés, les patrons, les syndicats, qui négocient dans les entreprises, dans les branches au niveau national et qui installent des dispositifs de gestion. Mais Bernard, Qui les gèrent. mais Bernard Vivier, est-ce que ça, ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron appellerait le vieux monde ? Il a dit clairement Alors, plusieurs fois, pardonnez-moi, que la oui. solidarité nationale, et on peut considérer la formation, relevait de l'État, et que vous autres syndicalistes devriez vous concentrer sur les entreprises où, on nous l'a dit, vous signez beaucoup d'accords. Si je peux me permettre, En quoi quand est-ce même, illogique ? c'est justement lui le vieux monde. Parce que le nouveau monde, c'est d'inciter que dans les entreprises, il y ait des négociations justement pour définir les besoins des entreprises en matière de montée en qualification des salariés pour relever les défis des mutations technologiques et maintenir les entreprises en compétitivité. Et ça se passe dans le dialogue social, dans l'entreprise. Donc c'est justement là, c'est pas extérieur à l'entreprise, ça, c'est ce qu'on appelle de la GPEC, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est ce qui nourrit justement la possibilité pour les entreprises de rester compétitives et de créer des emplois. Là où Emmanuel Macron a raison, c'est que bien évidemment, il faut avancer. Il y a des nouvelles catégories de travailleurs, des nouveaux indépendants, des chômeurs longue durée, des personnes qui ont besoin d'accéder à de la formation et à la garantie collective. Et ce n'est pas évidemment le système actuel tel qu'il est, qui est fait pour les actifs et géré par les actifs, de le faire. Maintenant, quelle est la répartition ? Quelle est la répartition entre la solidarité, la cotisation et puis l'impôt ?
Et nous avons un Emmanuel Macron qui, lui, prend tout l'argent, est en train, en fait, de passer d'un système de cotisation géré par les partenaires sociaux à un système d'impôts et d'imposition géré par l'État. C'est un choix de société. Attention, une économie, c'est pas uniquement dirigé par le politique. Alors, et on n'a pas encore parlé du MEDEF, vous imaginez. Le portrait du successeur de M. Gattaz, possible, il s'appelle Geoffroy Roux de Bézieux, il n'est pas forcément favorable au dialogue. Regardez son portrait par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le gouvernement esquive le dialogue social, un candidat à la présidence du MEDEF applaudit. Alors, faut-il huer Geoffroy Roux de Bézieux? Geoffroy Roux de Bézieux est vice-président du MEDEF et voudrait bien s'en faire élire président tout court en juillet. Le MEDEF de proposition qu'il vante voudrait décentraliser davantage le dialogue social au niveau de la branche, là où les syndicats sont les plus faibles. La négo en direct, c'est vraiment incomparable. Ne me remerciez pas, mais ne venez pas me dire on peut pas venir bosser dimanche, on doit s'occuper des gosses. Oui, patron. Geoff est de droite, par l'inné et l'acquis. Bourgeois de Neuilly, fils de banquier, puis cadre chez L'Oréal et enfin entrepreneur. Il aime le business, honnit ce qui l'entrave, au hasard l'ISF, et Macron est son cardinal, celui qui permet à la France de redevenir un pays normal. Un pays sans plafond de verre, où tout est possible, où tout le monde, même le riche, peut devenir super riche. Est-ce que c'est pas ça un pays normal? Si, patron. GRDB et Cato. Il défend un capitalisme à visage humain et se dit riche, mais avec une morale. À moitié vrai. Il a vendu The Phone House 40 millions d'euros, puis Virgin Mobile 325 millions d'euros. Mais ses salariés lui ont écrit une lettre ouverte dénonçant les bonus secrets de certains cadres. Dans les affaires, on partage une vision, on partage un projet, on partage une salle de réunion. Mais partager l'argent, vous avez déjà vu ça quelque part, vous? Ah non, patron. Ah non. Geoff a été commando de marine, pratique le ski, le vélo, la natation, la course, la boxe et le rugby, verse son obol aux nécessiteux, boucle des tours de table, défiscalise, cultive l'entre-soi avec les PDG du club Paris-Deauville et dit haïr la défaite. Protéines, carotène et duplicité pour un MEDEF Social Club. Merci Thibault Nolte. Claude. Catherine Perret, sous le quinquennat précédent, donc sous François Hollande et sous Manuel Valls, il y avait des projets qui avaient l'heure de plaire au MEDEF, mais le gouvernement prenait toujours grand soin d'avoir une partie du monde syndical avec lui, vos amis de la CFDT. On a l'impression qu'Emmanuel Macron se moque totalement d'avoir quelques syndicats avec lui. Est-ce qu'on a un président et un pouvoir qui est au-delà de la négociation, de la social-démocratie, au-delà du dialogue avec les syndicats? Moi, je crois que c'est tout à fait clair. Emmanuel Macron ne supporte pas les corps intermédiaires, n'a pas l'intention effectivement de travailler de concert au respect de la négociation, du dialogue social. Et je suis heureuse que vous le constatiez parce que c'est ce qu'on dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Quand il a lancé les pseudo-concertations cet été des ordonnances Macron, c'était déjà un déni de négociation. Parce que faire si bilatéral et diviser les organisations... C'est dur pour Laurent Berger. C'est dur pour Laurent Berger, qui était au cœur des négociations. Il faut lui poser la question. En tout cas, nous, on n'est pas surpris, on le regrette, parce que quand il y a moins de démocratie sociale, il y a moins de démocratie politique. Christian Saint-Étienne, le mot de la fin. Non, mais je pense que... Le mot. On est dans une situation très particulière. Macron est sur un tapis volant de la reprise européenne. Il est vraisemblable que d'ici 18 mois, ça va fortement se réduire. Et à ce moment-là, il devra à nouveau négocier avec des partenaires sociaux et avec les acteurs de l'économie. Donc je pense qu'il prend un risque considérable s'il les met de côté, parce qu'il risque d'en avoir besoin dans 18 mois à 2 ans. Il a toujours été comme ça, il a toujours été cohérent. Y compris quand il était ministre de François Hollande. Lui ne s'intéressait pas au bon vouloir de la CFDT. Oui, sauf que là, il est président de la République. Il n'est pas PDG d'une boîte. Il doit prendre en compte l'ensemble des intermédiaires sociaux qui permettent de créer un collectif national. Parce que quand il y aura des difficultés dans 2 ans, ce n'est pas avec ses petits bras qu'il va résoudre les problèmes tout seul. Très bien. Si je peux me permettre, il va en avoir avant des difficultés. Merci. Merci à vous trois.